au cadre budgétaire à moyen terme. Le Canada entend renforcer son engagement au Mali. La ministre canadienne du Développement international et de la francophonie l'a affirmé aujourd'hui à l'issue des rencontres qu'elle a eues avec les autorités nationales. Rentrée administrative 2016, le ministère de l'administration territoriale poursuit les chantiers. Son premier responsable a rencontré aujourd'hui les gouverneurs des régions et du district de Bamako. Médecine traditionnelle à l'heure de la réglementation, la 14e journée africaine fait ainsi la promotion de ces produits afin de renforcer le système de santé dans le continent. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu cet après-midi en audience le directeur général du Centre de recherche sur l'histoire, l'art et la culture islamique. Au cours de leur entretien, il a été surtout question du renforcement des capacités du Centre Ahmed Baba de Tombouctou. Amadou Sankaré nous fait le compte-rendu d'audience. C'est une audience particulière, oui, particulière dans son format, puisque le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et son hôte sont restés debout presque tout le temps qu'a duré cette audience à échanger des cadeaux. Le président de la République a reçu des mains du docteur Khalid Eren un exemplaire du Saint-Coran, un document très volumineux relatif à la culture islamique. Nous avons un projet au niveau de notre centre, nous avons un projet qui consiste à étudier les toutes premières copies du Coran disponibles. Nous avons cette copie qui remonte au XVe siècle, depuis les années 1400. Nous avons étudié, personne ne l'avait fait avant nous, nous l'avons étudié et nous avons pu restaurer et faire une réédition de la copie. Mais la copie remonte en fait, le livre en question remonte jusqu'au temps du 3e calife, Ousmane bin Alpha, et qui se trouvait en temps normal à Damas, au Caire et à Médine. Donc nous avons pris, nous avons étudié, nous avons fait des copies, la réédition et des copies supplémentaires. Donc cette copie est une copie facsimilé que nous avons eu l'honneur de remettre au président de la République du Mali. Lors de cette rencontre, Dr Khalid Eren a informé le président de la République de son intention d'accompagner le centre Ahmed Baba de Tombouctou. Nous allons effectuer une visite à Tombouctou, toujours dans le même but de pouvoir aider le centre Ahmed Baba de Tombouctou dans justement la préservation des manuscrits historiques qui se trouvent dans cette cité merveilleuse. L'honneur d'être reçu pour cette audience par le président de la République du Mali, j'ai eu l'opportunité de lui faire part des activités que notre centre est en train de mener dans le cadre du développement culturel islamique. Et je profite aussi de cette occasion pour remercier Madame la ministre de la Culture qui a tout organisé, tout arrangé dans le cadre de cette visite et qui m'a invité à venir au Mali. En retour, le directeur général du Centre de recherche sur l'histoire, l'art et la culture islamique a reçu du président Keïta des documents qui retracent la riche culture malienne. L'État malien a dépensé plus de 3 milliards de francs CFA en 2015 dans l'entretien de son parc automobile. C'est trop. Il faut désormais réduire les dépenses de façon significative. C'est l'une des grandes décisions issues du conseil de cabinet de ce matin présidé par le Premier ministre Modibo Keïta, un conseil qui a aussi examiné un document relatif au cadre budgétaire à moyen terme. On fait le point avec Mohamed Diarra. Le gouvernement opte désormais pour une gestion rationnelle et efficiente des biens et des ressources de l'État. Tel est l'objet de ce conseil de cabinet présidé par le chef de gouvernement. Deux sujets d'une importance capitale étaient au cœur de discussion. Le premier document examiné est relatif au cadre budgétaire à moyen terme, qui est un document de programmation budgétaire portant sur 3 années. 3 raisons fondamentales sont à la base de l'élaboration de ce document. La première, c'est la nécessité de sortir du pilotage annuel du budget et d'aller vers une programmation pluriannuelle qui donne plus de visibilité et de lisibilité.
La seconde raison, c'est d'instaurer une politique budgétaire plus inclusive, plus participative, qui impliquerait les députés bien à l'avance et qui peut permettre d'instaurer un débat sur l'orientation budgétaire. Ces deux raisons conduisent bien évidemment à une plus grande transparence dans l'adoption et dans l'exécution du budget. Ce cadre budgétaire à moyen terme détermine et précise les recettes, les dépenses, la dette publique suffisamment à temps, de façon à ce qu'il puisse avoir un délai de réactivité. Enfin, ce document permet aux plus hautes autorités d'avoir tous les éléments d'appréciation à leur disposition pour fixer les grandes orientations, les choix stratégiques en matière budgétaire. Le cadre budgétaire à moyen terme s'inspire d'un certain nombre de documents et d'orientations, dont le projet de société de M. le Président de la République, la déclaration de politique générale de M. le Premier ministre, l'accord de paix et de réconciliation, la loi d'orientation et de programmation militaire, les acquis dans les grands domaines sociaux et les grands projets structurants. Le second document examiné par les ministres porte sur la gestion correcte du parc automobile de l'État. Il s'agit là de prendre des mesures drastiques pour éviter ce qu'il convient d'appeler abus dans la gestion des biens de l'État. Cela est d'autant plus important que l'État a dépensé en 2015 plus de 3 milliards de francs CFA dans l'entretien du parc automobile. Les dépenses liées à l'achat et à l'entretien des véhicules de l'État sont aujourd'hui insoutenables. Il y a beaucoup d'abus, beaucoup de distorsions. L'idée aujourd'hui était d'instaurer un débat, de donner au ministre de l'économie et des finances des orientations pour préparer un texte qui garantirait l'intérêt de l'État, mais aussi l'intérêt des bénéficiaires. Donc il s'agit, pendant que l'on est en fonction, d'être économe et rationnel. Et à la fin des fonctions, ne pas être dans le besoin. La mise en œuvre de cette décision devra permettre à l'État d'économiser et d'investir dans les secteurs du développement. Le Canada s'engage à renforcer sa coopération avec le Mali dans divers secteurs, notamment dans la promotion de la femme. C'est la ministre canadienne du Développement, Industrie internationale et de la francophonie qui l'a annoncé cet après-midi à l'issue d'une audience avec le Premier ministre, le chef du gouvernement, qui a à son tour magnifié la coopération canado-malienne qui touche notamment la santé, l'éducation, la sécurité alimentaire et l'appui aux réformes visant l'amélioration de la gouvernance. Sur toutes ces questions, je vous propose d'écouter la ministre canadienne Marie-Claude Bibeau au micro de Ibrahima Traoré. La visite ici au Mali visait vraiment à informer le Premier ministre et les Maliens de façon générale que le Canada a la ferme intention de se réengager en Afrique et le Mali est l'un des plus importants partenaires, notamment dans le cadre de la politique d'aide internationale. Alors, on a pu discuter de nos priorités respectives. En ce moment, au niveau de l'aide internationale du Canada, on est en train de faire une révision de nos politiques et quoique cette révision ne soit pas tout à fait complétée encore, je peux déjà vous dire que les femmes et les filles vont être au cœur de toutes nos priorités, alors que les projets canadiens vont vraiment viser à aider les femmes à pouvoir avoir une bonne éducation, à pouvoir avoir des opportunités d'emploi et de pouvoir se réaliser le plus possible. Non pas seulement parce que les femmes sont souvent les plus grandes victimes de la violence, les victimes de conflits, victimes de pauvreté, mais c'est surtout parce qu'on croit que les femmes, quand on leur donne tout le potentiel, peuvent être d'incroyables acteurs de changement, de développement, de paix. Donc elles peuvent contribuer de façon très significative à la croissance économique du pays. Alors on a eu l'occasion de discuter de paix et de sécurité, bien évidemment, de croissance économique, toujours un mot sur l'éducation et la santé qui sont des priorités évidentes, la bonne gouvernance évidemment. Alors oui, je suis très satisfaite de cette rencontre.
En visite de travail donc dans notre pays, la ministre canadienne a eu une séance de travail avec le ministre malien des Affaires étrangères, une séance de travail sanctionnée par un point de presse. Le compte-rendu de ces deux activités avec Al-Husseini Touré. La coopération entre le Mali et le Canada remonte à 1972 avec la signature de l'accord général de coopération au développement conclu entre nos deux pays. Depuis, cette coopération n'a cessé de se développer et de s'intensifier, embrassant des domaines aussi nombreux que variés. Le Canada et le Mali entretiennent une longue relation de coopération et d'amitié qui touche à tous les domaines. Le domaine du développement économique et social, les questions liées à l'environnement, mais aussi des questions aussi transversales que les questions liées aux femmes, aux jeunes. Aujourd'hui, nous sommes aussi heureux dans le cadre de notre collaboration avec le Canada de noter que le niveau d'investissement canadien, d'investissement privé canadien au Mali avoisine le milliard de dollars, ce qui est vraiment un montant extrêmement élevé. Le Canada, dira le ministre canadien, signe son grand retour au Mali. En témoignent les nombreux domaines embrassés par son intervention, une intervention dans laquelle la femme et la fille occupent une place centrale. Je sais que le gouvernement malien déploie de réels efforts pour mettre en œuvre l'accord de paix et de réconciliation. Le Mali, avec le Canada à ses côtés, progresse aussi dans les secteurs de la santé et du développement rural. Il fait preuve d'une grande vigilance au niveau de la sécurité, notamment dans sa lutte contre le terrorisme, qui n'épargne malheureusement pas sa population. Je suis d'ailleurs ici aujourd'hui pour vous confirmer que le Canada est de retour en Afrique et demeure un allié fort et fiable pour le développement du Mali. Nous procédons actuellement à la revue des politiques d'aide internationale du Canada, mais je peux d'ores et déjà vous affirmer que les femmes et les filles seront au cœur de nos priorités. Il faut dire que l'engagement financier au Mali s'élève à environ 100 millions de dollars canadiens. Il faut également rappeler que la visite de Mme Bibo intervient après celle en 2006 de la très honorable gouverneur général Michael Jean. Suite au conflit entre la CMA et la plateforme Akidal, les médiations se multiplient à Bamako pour trouver un terrain d'entente. Les bonnes volontés, après plusieurs jours de concertation auprès des deux mouvements, ont rendu compte au haut représentant du président de la République pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Le point de cette rencontre avec Aldio Matina. Suite aux incidents meurtriers survenus il y a quelques semaines à Kidal entre la CMA et la plateforme, Bamako joue la carte de l'apaisement à travers de bonnes volontés. Après plusieurs jours de concertation avec les deux mouvements, les médiateurs, à savoir les leaders religieux, les chefs traditionnels, le RECOTRAD et la médiation internationale, ont rencontré le haut représentant du président de la République pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, pour lui faire la restitution. Depuis quelques jours que nous sommes dans ce dossier, nous avons effectivement rencontré la CEMA, nous avons rencontré la plateforme, nous avons rencontré leurs autorités traditionnelles. Et ce que j'ai pu vous dire, c'est que nous avons recueilli beaucoup d'informations de part et d'autre, et surtout que les uns et les autres nous ont manifesté leur intérêt et dit leur confiance dans la gestion de cette situation par les autorités traditionnelles qui se sont mobilisées. Et ils nous ont dit qu'on peut effectivement parler entre eux, vu les relations que nous entretenons avec eux, vu l'histoire commune que nous partageons, et vu le désir profond que nous avons exprimé de voir notre pays libre de toute guerre. Il ressort de la rencontre que le processus de concertation se poursuit. Malgré les difficultés, les bons offices enclenchés semblent en bonne voie pour aspirer à la paix. Le processus continue. Nous avons un bon espoir. Nous avons rencontré toutes les parties. Ils ont démontré vraiment des signaux très encourageants parce que leur bonne volonté, tout un chacun, pour que nous puissions vraiment aller vers l'application des accords. C'était nécessaire que les Maliens eux-mêmes s'impliquent dans la médiation nationale. Et c'était vraiment nécessaire et la rencontre d'aujourd'hui a été très positive. Que déjà les deux groupes ont été rencontrés, ils sont tous dans de bonnes dispositions pour dialoguer, pour se comprendre, pour amener la paix. Dans l'attente d'une issue favorable du processus, les bonnes volontés se réjouissent et saluent le cessez-le-feu constaté sur le lieu depuis le démarrage des concertations.
La rencontre avec le haut représentant du président de la République pour la mise en œuvre de l'accord, c'était hier en fin de journée. Rentrée administrative 2016, le ministre de l'administration territoriale échange depuis ce matin avec les gouverneurs des régions et du district. Au programme de cette rencontre, des exposés sur l'état d'urgence, les autorités intérimaires, le chronogramme des élections de 2016, 2017 et 2018, ainsi que la prochaine conférence des acteurs. À l'introduction des travaux, le ministre Abdoulaye Idrissa Mega a invité les gouverneurs des régions à plus d'efficacité et de rigueur. Mamari Kone. La rentrée administrative prend désormais place dans l'agenda du ministre de l'administration du territoire. Après l'édition de 2015 placée sous le signe de la responsabilité souveraine des représentants de l'État auprès des collectivités à tous les niveaux, la rencontre se donne cette année comme centre d'intérêt l'efficacité des représentants de l'État. Efficacité dans les actions entreprises au nom de l'État, efficacité dans toutes les entreprises, l'action au bénéfice des usagers du service public. C'est là un appel à l'endroit de chacun, à l'endroit de tous, pour prendre véritablement au sérieux vos responsabilités, toutes vos responsabilités. Gouverneur que vous êtes aussi et surtout détenteur d'un sceptre, celui du commandement, du bâton du commandement comme vous dites, symbole de l'autorité pour faire régner l'ordre public dans l'intérêt général. Le vivre collectif malien est sous la menace des conflits sociaux, reconnaît le ministre en charge de l'administration du territoire. C'est pourquoi il préconise plus de hauteur de la part des gouverneurs. Il nous faut dès lors retrouver ensemble de nouveaux ressorts, des ressorts les plus solides, pour renouer avec les valeurs du dialogue, dans une logique de paix. Parce que l'État souverain est d'abord la paix, c'est aussi l'ordre, et c'est aussi le développement. Et en ce sens, vous devez vous employer au quotidien à restaurer, en le préservant, le meilleur climat social dans un environnement politique sain et dans un cadre sécuritaire renforcé. La rentrée administrative 2016 se tient à un moment où l'administration est confrontée à plusieurs défis qu'il faut absolument relever. Et pour les relever, les gouverneurs doivent se mettre à hauteur de mission, dira le premier responsable du département. Les défis qui engageront l'avenir commun, j'en citerai quelques-uns. Il s'agit du retour de l'administration, la réussite d'élections crédibles et transparentes, la prévention et la gestion des conflits. Pendant les 2 jours de la rencontre, les gouverneurs suivront des exposés selon 3 axes, à savoir le plan de travail 2016-2018, les conférences des acteurs prévues dans les régions de Mopti et Gao, ainsi que les moyens de renforcement de l'autorité de l'État. Après les fortes pluies qui ont arrosé Bamako, les députés élus en commune 4 du district de Bamako étaient sur le terrain ce matin. Le constat est amer car plusieurs endroits ont été inondés. Les députés et les représentants de la mairie se sont réunis pour trouver des solutions urgentes. Rachel Tessougué était de la visite. Des rues sont inondées, des maisons se sont écroulées, des familles entières sont sans abri. Pas de perte en vie humaine, mais d'énormes dégâts matériels. Le spectacle est désolant. C'est le constat fait par les députés élus en commune 4 du district de Bamako qui ont sillonné une bonne partie de la commune pour évaluer l'étendue des dégâts causés par de fortes pluies. Les causes principales de cette inondation, nous avons vu que vraiment il y a certaines artères principales. C'est le problème d'urbanisation, je peux dire. D'urbanisation, pourquoi? Parce qu'on a vu des concessions illégalement faites qui sont là sur vraiment des nids de passage des rues. Nous voyons que vraiment il y a plusieurs maisons illégalement construites qui sont même souvent sur des voies, souvent sans autorisation. C'est très dur, c'est très amer. Il y a des gens qui souffrent à cause de ça. Il faudra vraiment qu'on intervienne par rapport à ça. Les terres aujourd'hui, les terres vraiment ça pose des problèmes. Les problèmes, comment acquérir la terre, comment construire. Donc il y a bien vraiment des textes et règlements qui résistent ces trucs-là. Si ces textes et règlements ne sont pas appliqués à la lettre, voilà ce qui nous arrive. Les députés et les représentants de la mairie se sont entretenus sur les voies et moyens permettant d'éviter de telles catastrophes les jours à venir. Non seulement c'est une zone boisée, mais c'est une zone marécageuse aussi. Et nous avons également les monts mondains qui surplombent les quartiers. Donc les eaux de ruissellement qui viennent des collines viennent avec une allure incroyable. Il serait vraiment souhaitable qu'on pense à faire des grands collecteurs pour le drainage des eaux vers le fleuve.
Les membres de l'Assemblée nationale présents à cette rencontre ont offert la somme de 500 000 francs CFA à la mairie pour soutenir les familles sinistrées. Le président du Conseil économique, social et culturel a aujourd'hui reçu successivement en audience l'Union des jeunes musulmans du Mali et l'association Tapital Poulakou. Le compte-rendu d'audience avec Abdrahman Mega. Les responsables de l'Union des jeunes musulmans du Mali étaient venus remercier le président du Conseil économique, social et culturel. Et pour cause, selon le président des jeunes musulmans, l'apport du président de l'institution a été déterminant pour l'élaboration du manuel sur l'insertion des professionnels de la langue arabe. Ce manuel a été validé lors du congrès de l'Union tenu le 27 décembre dernier au Centre international de conférence de Bamako. Un document qui répond désormais aux préoccupations des professionnels de la langue arabe pour leur insertion dans le circuit économique. Comme le document a été validé, donc on est venu remercier le président, lui remettre une copie de ces documents et demande toujours au président et son équipe de nous soutenir pour faciliter la mise en œuvre de des recommandations, des lettres de validation de ces documents. Cette entrevue a également permis au président du Conseil économique, social et culturel et à l'Union des jeunes musulmans du Mali de faire un tour d'horizon de la situation sécuritaire du pays. À ce niveau, le président de l'institution a exhorté les visiteurs à s'impliquer davantage dans les activités de sensibilisation en faveur de la paix et de la cohésion sociale. On a parlé, c'est le président du Conseil social et économique du Mali, la situation globale du Mali, le rôle des jeunes musulmans dans la construction de la paix et la stabilité du Mali, la médiation entre les frères musulmans du Mali et tous les fils du Mali. On a un grand rôle à jouer là-dedans. Donc on a échangé ici, le président a montré tous les efforts, tout déployé par l'IJMA, par les jeunes musulmans du Mali, depuis des événements jusqu'à nos jours, pour la paix et la stabilité du Mali. Il nous a beaucoup encouragé à continuer cette chasse. Après les jeunes musulmans, Boulkassoum Haïdara a reçu les membres de l'association Tapital Poulakou. Même si rien n'a filtré cette entrevue, on imagine bien que les débats étaient relatifs aux préoccupations sécuritaires dans les septentrions et plus précisément en 5e région économique du Mali. L'université d'été du MEDEF est un espace exceptionnel de rencontres et de partage d'expériences. Une expérience dénommée Passeport d'avenir a particulièrement retenu l'attention du ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne et du président du Conseil national de la jeunesse du Mali. Makamfin Konate nous donne les précisions sur cette découverte. Passeport d'avenir entend donner une chance à chaque jeune de devenir son propre chef d'entreprise. Le projet s'adresse particulièrement aux jeunes issus de milieux sociaux modestes. Véritable plateforme d'échange, il tend la main à ceux qui ambitionnent d'entreprendre. À travers la mise en place de tutorat entre des jeunes issus de milieux populaires et des collaborateurs d'entreprise, donc à travers des tutorats mensuels de 2 heures où le jeune peut échanger avec un collaborateur d'entreprise à propos de l'orientation et au niveau aussi de l'entreprise. Leur expérience est une très belle expérience et je pense que si on s'en inspirait, si on essaye de jeter les bases de collaboration avec cette association, on pourrait implémenter dans certains secteurs et ce qu'ils font ici, essayer de transposer ça au Mali pour apporter une réponse à tous ces jeunes qui ont quitté le système scolaire de façon précoce sans avoir acquis la moindre compétence. Le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne trouve en ce projet une opportunité extraordinaire et souhaite le transposer au Mali. Démarche qui séduit le promoteur du projet. Cette initiative qui est de créer un pont entre les jeunes issus des milieux populaires et défavorisés avec les grands entrepreneurs, enfin qui soient parrainés par ces grands entrepreneurs pour les assurer un avenir meilleur est une très très bonne initiative. Nous avons appris qu'ils sont déjà au Maroc, qu'ils doivent aller en Tunisie. Notre souhait aussi est de bénéficier de leur expertise, leur savoir-faire au Mali et pourquoi pas de lier un partenariat avec eux pour qu'ils puissent également venir au Mali, nous aider. Je sais qu'au Mali, nous avons des grands entrepreneurs. Le patronat malien également est aujourd'hui enclin d'apporter son appui pour la jeunesse malienne de façon générale. Avec ces différentes rencontres, le Forum de la jeunesse qui se tient à marge du 27e sommet Afrique-France promet de belles perspectives pour la jeunesse malienne et africaine en général.
Rectificatif donc, le président du Conseil national de la jeunesse, c'est plutôt Mohamed Salia Touré et non Maïga. Après l'annonce hier de la réélection d'Ali Bongo à la tête du Gabon, des manifestants ont pris d'assaut les rues de la capitale gabonaise. La situation a dégénéré, faisant 3 morts et des dégâts matériels importants selon les autorités. Le siège de l'Assemblée nationale a été incendié et dans une brève allocution cet après-midi, le président Bongo a rejeté la responsabilité de cette situation sur l'opposition et a appelé ses concitoyens au calme et à la retenue. C'est autour d'un cocktail que l'ambassadeur de la République de Turquie au Mali a célébré le 94e anniversaire de la fête de la victoire obtenue lors de la guerre d'indépendance. C'était à la résidence de l'ambassadeur turc au Mali en présence des représentants des institutions de la République du Mali, du corps diplomatique et plusieurs autres personnalités. Fousséni Tunkara. La fête de la victoire est célébrée chaque 30 août en Turquie et au niveau de ses représentations à travers le monde. L'instant est historique car il marque la victoire des forces turques lors de la bataille de Dunlupinar qui a ouvert la voie à la proclamation de la République turque. Cette victoire a également prouvé qu'aucune force ne pouvait résister contre la passion de la nation turque pour sa patrie et la foi dans la liberté et garantie de la souveraineté nationale et de la liberté inconditionnel. Cela démontre clairement à quel point les fondements de notre République sont puissants. La vitalité de la coopération diplomatique et économique qui existe entre la Turquie et le Mali était perceptible au cours de cette célébration avec la présence des 6 membres du gouvernement malien. Nous avons jugé nécessaire de venir à cette fête dire à ce grand peuple de la Turquie notre solidarité à l'occasion du 94e anniversaire de la grande victoire, la victoire qui a ouvert la voie à l'indépendance de la Turquie. C'est de dire aussi toute notre solidarité par rapport aux défis qui sont aujourd'hui ceux de ce grand peuple-là et de dire notre solidarité par rapport à une coopération fructueuse. Auparavant, l'ambassadeur de la République turque a réitéré toute sa reconnaissance aux autorités maliennes pour avoir condamné la tentative de coup d'État qui a visé le président Erdogan en juillet dernier. La campagne agricole dans les zones cotonnières de la filiale sud de la CMDT s'annonce bonne. Le président directeur général de la CMDT, en compagnie du président des confédérations des sociétés des producteurs de coton, vient d'entamer une mission de suivi et de supervision des activités sur le terrain. Bougouni a été la première étape de cette sortie. Nos envoyés spéciaux, Agali Aguissa et Idrissa Traoré, nous font le compte-rendu. Dogo est l'une des zones de production agricole du cercle de Bougouni. Le premier responsable de la CMDT et sa délégation ont débuté une mission de supervision de la campagne agricole dans cette zone cotonnière. Première étape, le village de Tintala, commune de Dogo, où la délégation a pu constater des visites l'état végétatif de certains champs de coton et de maïs. Le cotonnier est à 3 étapes. Les premiers semis sont à l'étape de fructification, capsulation, fructification. La deuxième, ça c'est à l'étape de floraison. Et la troisième étape, qui constitue les derniers semis, sont à l'étape de ramification. Aujourd'hui, les informations perçues de visu démontrent que la campagne avance à hauteur de souhait. Et je pense que si la tendance qui est là continue jusqu'en fin septembre, le résultat exceptionnel que nous attendons sera obtenu. Sur le terrain, les échanges avec le cotonculteur ont porté sur les meilleures techniques de protection des végétaux, des pratiques indispensables pour l'atteinte de l'objectif fixé, à savoir la production de 800 000 tonnes de coton graines en 2016. Les paysans ont été également informés des efforts déployés par l'État pour leur plein épanouissement. Le prix du coton à 250 francs le kilogramme, c'est un facteur de motivation. Et le revenu, on a donné 5 francs par kilogramme aux producteurs, c'est une motivation. Et les engrais ont été subventionnés à 11 000 francs. Aujourd'hui, le seul facteur limitant que nous avons vu, c'est les routes, les pistes. Et il y a cette question de l'aide de politique
du coton qui doit être revu par le gouvernement très prochainement. Et nous pensons que dès l'adoption de cette lettre de politique, la CMDT se fera fort de mobiliser les financements utiles. Autre champ visité, celui de Brahima Koulibaly, qui entend produire 2 tonnes à l'hectare cette année. M. Koulibaly exploite plus de 12 hectares et ambitionne une extension de cet espace la campagne prochaine. Échanger avec les partenaires financiers pour lever tout équivoque sur le financement des PME-PMI, c'est le but de cette initiative du Fonds de garantie pour le secteur privé au Mali. Elle a permis aux acteurs du fonds d'exposer leur activité et de présenter leur ambition. Mamour Sidibé. Cette rencontre du Fonds de garantie pour le secteur privé au Mali, FGSPSA, et les responsables des banques et établissements financiers vise entre autres objectifs. Échanger pour permettre aux partenaires financiers de comprendre l'évolution de la situation du fonds depuis le démarrage de ses activités. En fin juin 2016, le capital social du fonds est de 5 611 350 000 francs CFA, répartis entre 13 actionnaires selon son directeur général. À la même période, le financement de 964 projets a été garanti. Il s'agit des projets intéressant le secteur de l'agriculture, de l'élevage, du transport et de l'éducation, pour ne citer que cela. Aujourd'hui, nous avons des relations avec beaucoup de banques, mais pas avec toutes les banques. Et ce qui fait que celles avec lesquelles nous n'avons pas de relation, on souhaiterait savoir le pourquoi et apporter les correctifs nécessaires. Une telle initiative contribue à améliorer les conditions de financement des promoteurs privés. Nous savons que les petites et moyennes entreprises, compte tenu de leur fragilité, sont confrontées à beaucoup de difficultés. Et parmi ces difficultés, il y a des problèmes de concession de garanties pour pouvoir lever des fonds auprès des banques primaires. Donc je pense que le Fonds de garantie pour le secteur privé nous propose des solutions alternatives et plus faciles pour nous permettre d'accélérer le processus de financement de ces petites et moyennes entreprises. Nous, notre objectif, c'est de soutenir l'économie du Mali. Et donc, si ça a un coût pas très élevé pour notre clientèle, on peut forcément proposer ça. Pour garantir la marge de confiance entre le Fonds de garantie pour le secteur privé et les partenaires financiers, les questions-réponses ont accompagné les exposés, et cela au grand bonheur des promoteurs privés. La réglementation des produits issus de la pharmacopée dans la région africaine, c'est le thème de la 14e journée africaine de la médecine traditionnelle célébrée aujourd'hui. La journée fait ainsi la promotion des produits de la pharmacopée afin de renforcer le système de santé. Les activités marquant cette commémoration ont débuté ce matin à l'INRSP en présence des praticiens et des autorités sanitaires. Nouhoum Sissoko nous fait le point. En Afrique, plus de 80% des populations utilisent la médecine traditionnelle. Sur les 47 États membres de la région africaine, 21 pays disposent de lois régissant le secteur. En dehors de la recherche, une réglementation appropriée doit favoriser la fourniture de produits et de services de qualité. D'où le thème de la présente journée, la réglementation des produits issus de la pharmacopée dans la région africaine. La réglementation est un élément fondamental qui exige la bonne pratique de l'art, car la satisfaction et la sécurité de nos populations en matière de santé y passent nécessairement. Étant donné le peu de données scientifiques, il est important pour les gouvernements de prendre au moins les 3 actions suivantes. Formuler une politique et une réglementation nationale pour le bon usage de la médecine traditionnelle, mettre en place des mécanismes de réglementation et enfin sensibiliser le grand public et les consommateurs aux thérapies traditionnelles. Le Mali s'est doté d'une politique nationale de médecine traditionnelle visant l'amélioration de la santé des populations par la valorisation des ressources locales. Au Mali, la valorisation des résultats de la recherche a permis la mise au point des médicaments traditionnels améliorés MTA. Et répondant aux exigences de sécurité, efficacité et de qualité. Plusieurs communications étaient au programme de cette célébration. Il s'agit de communications relatives aux autorisations de mise sur le marché de produits de la pharmacopée et la propriété intellectuelle, ainsi que sur les expériences des praticiens de santé.
Le camp biblique national réunit cette année à Ségou les jeunes chrétiens de toutes les régions du Mali. Les tentations du monde, c'est le thème qui anime leur débat. Le camp biblique national est une initiative de la jeunesse de l'Union des églises protestantes et évangéliques du Mali. De Ségou, je vous propose le compte-rendu de Idrissa Keita. Cantique, louange d'adoration et prière, tels sont les temps forts du lancement de ce camp biblique national. Ce camp est initié par la jeunesse chrétienne sous le thème « Jeunes chrétiens et les tentations du monde ». La crise multiforme que vit notre pays depuis fort longtemps est aussi une preuve que nul n'est et ne sera épargné par la crise qui affecte le monde. C'est nous, la cité des Balanzans, en cette semaine, sera le carrefour spirituel où les jeunes vont recevoir des enseignements par d'éminents orateurs sur les comportements à adopter face aux diverses tentations de ce monde. Pendant une semaine, plus de 200 jeunes venus de toutes les régions du Mali et du district de Bamako vont échanger sur, entre autres thèmes, grandir dans la parole de Dieu, habillement et langage du jeune chrétien et comment reconnaître l'appel de Dieu. Une initiative qui plaide en faveur de la paix et de la réconciliation des cœurs et des esprits. Il faudrait que les gens soient réconciliés. Et pour que les gens soient réconciliés, qui va les réconcilier? Il faut qu'il y ait des gens de paix pour pouvoir réconcilier deux belligérants. Rappelons que ce camp qui est à sa 5e édition vise par ailleurs à orienter la jeunesse sur leur rôle citoyen et à les édifier dans la connaissance de la religion chrétienne. Du parti Sadi s'est rendue hier au siège du Parena. Les responsables des deux partis se sont prononcés sur les difficultés d'application du processus de paix et les problèmes de sécurité dans le pays. Ils ont estimé aussi que le projet de loi électorale actuellement sur la table de l'Assemblée nationale ne répond pas à leurs attentes. Avant d'évoquer la question des concertations nationales, les deux partis se sont engagés à tenir des réunions périodiques et à entreprendre des activités communes pour renforcer leur unité d'action. Sport football, championnat national de Ligue 1, le stade malien de Bamako et la Somme se sont neutralisés hier au stade Modibo Keïta sur un score nul et vierge, tandis que l'AS Police est venu à bout de l'ASB par le score de 2-1. Le compte rendu avec Adama Traoré. Mais le mérite, c'est pas moi, hein. C'est les joueurs. C'est les joueurs parce que lorsque vous mettez quelque chose en place, si les joueurs ont accepté, ça c'est leur... Je n'ai jamais pris devant. Ce mérite a été acquis avec la plus grande détermination des joueurs de l'AS Police. La première période a été sanctionnée par un désavantage des Bleus au niveau du score et dans le jeu. Au cours de cette période, l'ASB a su maîtriser la partie, d'où l'ouverture du score qui interviendra à la 15e minute par Fodé Kouyaté. Ce but nous conduira à la pause. Dans la vestiaire, le coach Guindo n'est pas parti avec le dos de la cuillère. Dans les vestiaires, on s'est craché la vérité. Mais on s'est craché la vérité et j'ai dit que nous ne méritons pas de descendre. Les policiers, conscients du danger en cas d'une défaite, se sont mis à la tâche. Cette prise de conscience a été une motivation pour les Bleus. 2 minutes après la reprise, les poulains du coach Guindo Ousmane vont rétablir la parité au score à la suite d'un pénalty transformé par Amidou Diakité. Cette égalisation donne du tonus aux policiers qui doubleront la mise par Amidou Diakité pour son doublé de la soirée. Bon, je pense que le match soit vraiment, il faut reconnaître que nous sommes passés vraiment à côté du match. Parce qu'en premier mi-temps, on devait quand même tuer ce match. Depuis qu'on a marqué le premier but, on devait quand même tuer ce match. Bon, vu que vraiment il y a eu aussi... Moi, je peux mettre un peu ce match-là sur l'effet de la fatigue. Parce qu'on vient de jouer contre Djoluba dans la même semaine, même pas 2 jours. Bon, on nous programme ce soir encore contre l'AS Police. Je pense que vraiment, c'est pas facile. Ce succès permet aux porteurs d'uniforme de s'écarter un peu de la zone de relégation. La première rencontre du jour s'est soldée par un match nul et vierge entre le stade malien de Bamako vêtu d'une couleur cendre et la Somme. Une partie qui s'est jouée sans aucune pression, en ce sens que les pensionnaires de Soutiba se sont qualifiés pour les Caridas. Et à l'opposé, le maintien était assuré pour les Olympiens de Missira. Demain, pour vous informer, Amara Malé Diallo à 18h et 20h. Très bonne suite de nos programmes.